Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. La Turquie repart à l'offensive contre le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, ravivant un conflit qui avait fait quelques 40 000 morts. Direction ce soir Cizre, la ville à majorité kurde dans le sud-est du pays. À l'heure de la normalisation des relations entre Washington et la Havane, portrait d'un ancien espion cubain récemment libéré de prison aux États-Unis et accueilli comme un héros dans son pays. Chaque jour, des centaines de migrants empruntent la route des Balkans. Une équipe de France 24 a suivi des Syriens qui fuient la guerre dans leur pays et tentent de gagner l'Eldorado allemand. Il était une fois le château de Jumillac dans le sud de la France. Avec sa tour de guet et ses jardins, la française, il est digne d'un véritable conte de fées. Visite guidée dans cette édition. Depuis la réforme agraire qui a vu l'expropriation de milliers de fermiers blancs, le Zimbabwe traverse une grave crise économique. La situation est critique. Le pays se tourne vers l'Occident pour tenter de faire revenir les investisseurs étrangers. Derrière la Syrie, l'Afghanistan est le deuxième pays de départ vers l'Europe. Selon les Nations Unies, près de 80 000 Afghans ont déposé une demande d'asile en Europe depuis le début de l'année. On ira à Herat, dans l'ouest du pays. Blocus, bombardement, enquête judiciaire, la Turquie replonge dans son conflit avec les Kurdes moins de 2 mois avant des élections législatives anticipées. C'est la crise dans la crise, une guerre de plus au cœur d'une région déjà ravagée par des conflits. Depuis près de 2 mois, la Turquie est repartie à l'offensive contre le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, ravivant ainsi un conflit que l'on pouvait croire en bonne voie de règlement après avoir fait quelques 40 000 morts. Direction ce soir Cizre, la ville à majorité kurde dans le sud-est du pays. Durant plus d'une semaine, des affrontements intenses se sont poursuivis entre les forces de sécurité turques et des jeunes qui se revendiquent de la jeunesse du PKK. Comme en Syrie, ils affirment vouloir créer des zones autonomes kurdes. Reportage d'Alper Çakıcı et Fatma Kizilboa. Cette fourgonnette criblée d'impacts de balles témoigne à elle seule de la violence des combats. Nous sommes à Cizre, une ville à majorité kurde du sud-est de la Turquie, située au carrefour de la frontière syrienne et irakienne. Pendant 8 jours, ces 120 000 habitants ont vécu sous un couvre-feu permanent imposé par Ankara. Dans le quartier Nour, considéré comme l'épicentre des affrontements, la population découvre ses rues désormais réduites à un champ de bataille. Regardez ce qui est arrivé à mon magasin, ça suffit, on veut la paix. À quelques mètres de là, un immeuble incendié. Son propriétaire nous invite à constater les dégâts causés, affirme-t-il, par l'explosion d'un projectile. Les trous visibles dans la façade, encerclés d'impacts de balles, laissent imaginer que l'endroit est servi de bouclier aux combattants kurdes. C'est nous qui avons protégé le quartier, et par ça je veux dire les gens qui habitent ici. Les forces spéciales sont venues avec leurs tanks et leurs bombes. J'étais obligé de me défendre, de tuer et de me cacher. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. Des traces de combat omniprésentes dans les rues. Des barricades montées à l'aide de sacs de sable. Des restes de pneus brûlés, mais également des fossés creusés pour bloquer la route aux véhicules de la police. Entre les maisons, des ouvertures ont été percées entre les murs par les combattants kurdes pour leur permettre de se déplacer à l'abri des snipers. Des techniques de guérilla urbaine directement inspirées de la guerre en Syrie. Ceux qui combattent, ce sont les jeunes du quartier. Tous se revendiquent du YDGH, la milice de la jeunesse du PKK. Leur objectif, interdire toute présence des autorités turques dans leur quartier. À l'exemple de leurs congénères syriens, ils rêvent de créer des zones autonomes kurdes. L'un de leurs chefs, à la tête d'un groupe d'une vingtaine d'hommes, accepte de témoigner à visage caché. La plupart des jeunes étaient armés de fusils ou de pistolets. Certains d'entre nous ont utilisé leurs armes personnelles comme des kalachnikovs. Mais ici, nous n'avons jamais fait usage d'armes lourdes. La plupart de nos actions ont été menées à l'aide de bombes artisanales. Dans le centre-ville, l'inquiétude est toujours palpable. Les habitants se pressent pour se réapprovisionner. Ils craignent la reprise des violences
qui pourrait engendrer l'annonce d'un nouveau couvre-feu. Un moment de répit dont Djizre profite pour enterrer ses morts. Les sirènes des ambulances résonnent dans toute la ville. Le cortège funèbre est constitué de milliers de personnes. Les martyrs ne meurent jamais, scande la foule. Une mère pleure la mort de son fils. Au total, 21 personnes, dont des civils, ont perdu la vie lors des affrontements. Le plus petit cercueil appartient à un nourrisson, un bébé atteint d'une fièvre aiguë que sa famille n'a pas pu emmener à l'hôpital en raison du couvre-feu. Le sentiment de colère contre les autorités est exacerbé dans cette ville où beaucoup affirment soutenir le PKK, considéré comme terroriste par Ankara. La paix, c'est la seule solution. 40 ans sont passés et l'ensemble de ce pays, tous ces gouvernements qui se sont succédés, le peuple tout entier, tous ont pu voir que ce problème ne pouvait être réglé par les armes, par les morts ou en jetant les gens en prison. Non, il n'y a pas d'autre alternative que de faire la paix. À Djizre, chacun espère une reprise des pourparlers de paix entre Ankara et le PKK, qui permettrait, selon eux, de mettre fin à une guerre qui a déjà coûté la vie à plus de 40 000 personnes en Turquie. On parle beaucoup du réchauffement des relations entre Washington et la Havane. Une petite fille incarne à elle seule le rapprochement entre les deux pays. Une fille, ou plutôt un nourrisson, car Gemma Hernandez a à peine 1 an. Elle est née en janvier dernier à Cuba grâce à une fécondation in vitro, pratiquée alors que son père était emprisonné aux États-Unis pour espionnage. L'ancien agent cubain a été libéré juste avant la naissance de sa fille et depuis, c'est un véritable héros. Reportage de Marc Perelman, Roméo Langlois et Laure Manin. Ce bébé est le fruit du rapprochement diplomatique entre la Havane et Washington. Gemma est la fille de cet ancien espion cubain Gerardo Hernandez, détenu 16 ans dans des prisons de sécurité maximale aux États-Unis. Mais il y a quelques mois, alors que les autorités des deux pays entreprennent discrètement un réchauffement de leurs relations, Washington fait un pas vers Cuba en permettant à Gerardo et à son épouse de devenir parents. En fait, il fallait un miracle pour que ça marche. Le gouvernement des États-Unis a accepté que je fasse un don de sperme et qu'il soit transmis à une clinique pour l'insémination artificielle de mon épouse et que notre petite fille puisse naître. Les étoiles se sont alignées pour qu'il puisse rentrer à Cuba, rentrer avec ses compagnons et que ça arrive 19 jours avant la naissance de notre fille. Gerardo Hernandez est libéré le 17 décembre dernier avec 2 autres agents secrets cubains en échange de 2 prisonniers américains. Leur retour au pays est triomphal. Ils sont accueillis en héros reçus par le président Raúl Castro en personne et décorés au cours d'une cérémonie solennelle. Commandant en chef, ce prix que nous recevons aujourd'hui avec fierté vous appartient aussi. En 1990, Gerardo Hernandez est envoyé à Miami pour infiltrer les milieux anticastristes. Pendant des années, sa couverture de caricaturistes puertoricains le protège. Mais en septembre 1998, les 5 de Miami, comme on les appelle, sont arrêtés. Gerardo Hernandez est condamné 2 fois à la perpétuité et à 15 ans de prison. Aujourd'hui libre, il est une icône, un symbole pour ces militants communistes venus le célébrer à la fête de l'humanité. Nous, au Nicaragua, on l'admire énormément. On a beaucoup lutté pour que les 5 de Miami soient libérés. C'était un rêve. Et maintenant, c'est la réalité. En quelques mois, Gerardo Hernandez est passé de l'ombre à la lumière. Désormais, on lui demande son autographe, on pose à ses côtés, on lui fait embrasser les enfants. Nous avons passé 16 ans isolés de la société, de notre pays, de nos familles. Et recevoir soudainement toute cette affection, ça met du baume au cœur. Désormais pour eux, le nom de Gerardo Hernandez est synonyme de héros de la Révolution. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci.
Chaque jour, des centaines de migrants empruntent la route des Balkans, plus longue mais moins dangereuse que la traversée de la Méditerranée. Et cette route commence en Grèce et se termine pour la plupart des demandeurs d'asile en Allemagne. Il va devenir encore plus difficile pour les migrants de passer par la Hongrie après avoir posé une clôture de 175 km de barbelés sur sa frontière avec la Serbie. Le pays a posé une clôture similaire sur sa frontière avec la Croatie. Et la Hongrie ne devrait pas s'arrêter là. L'État envisage d'apposer un grillage en lisière de la Roumanie. Le pays va devenir une véritable forteresse. Depuis le début de la crise migratoire, la Hongrie s'est montrée très dure à l'encontre des réfugiés. Une équipe de France 24 a suivi des Syriens qui fuient la guerre dans leur pays et tentent de gagner l'Eldorado allemand. Leur destin va se jouer dans 2 kilomètres. Nous sommes à Orgos, en Serbie, une étape cruciale pour ces migrants qui voyagent depuis des semaines. Ils sont une cinquantaine, des Syriens pour la plupart. Direction la Hongrie, la porte d'entrée dans l'espace Schengen. Rami est tout juste diplômé d'un master de droit. Il a quitté la Syrie début août. Ça a été très difficile et très dangereux. On est passé par la Méditerranée et là, on vient de marcher 6 ou 7 heures de nuit pour arriver à la frontière. Ces hommes et ces femmes se déplacent sans passeport.